cartable. Et là, j'ai vu de la lingerie, j'ai vu du maquillage, des choses qui avaient rien à faire dans un cartable d'adolescente. C'était des clients à la chaîne, on pouvait avoir jusqu'à une dizaine de rapports par jour. Ce sont souvent donc, des mineurs qui ont un parcours de vie assez fracassé. 20 victimes de ces réseaux avec 14 ans. Sur les réseaux sociaux, des mineurs de plus en plus jeunes, de plus en plus nombreuses, tombés dans la prostitution. Quelques mots-clés pour lancer une recherche et des dizaines d'annonces apparaissent. De très jeunes filles, au visage juvénile, qui posent parfois dans leur chambre d'ado. Et les propositions sont sans équivoque. La plupart du temps, les passes ont lieu dans des hôtels bas de gamme, à l'abri des regards. Les jeunes filles sont souvent maintenues de force par leurs proxénètes. C'est ce qui est arrivé à Marion. Elle a accepté de nous rencontrer avec son avocat. À l'âge de 16 ans, elle est une ado un peu perdue en rupture familiale et scolaire. Elle fugue de son petit village en Bretagne, direction la banlieue parisienne. Elle tombe sous l'emprise d'un homme qui commence par la violer avant de la prostituer. Il était violent, je le craignais énormément. Il a installé direct un rôle de domination. Moi, il voyait que j'étais fragile, que j'étais complètement perdue. C'est la personne qui gère tout autour de vous, c'est elle qui décide quand vous avez le droit de passer un appel, c'est elle qui décide quand vous avez le droit de manger, quand vous avez le droit de dormir. Pendant plus de 2 ans, Marion est contrainte d'enchaîner les passes, enfermée dans une chambre d'hôtel, jusqu'à 10 clients par jour, et elle comprend que son proxénète n'est pas prêt de la laisser partir. Déjà, une fille mineure valait beaucoup plus cher qu'une fille majeure. C'est vrai que l'heure, elle était à 300 € à l'époque. On avait des nuits à 1000 €. Pourquoi les mineurs valent plus cher ? Parce que le corps est plus neuf, parce qu'on est plus jeune, parce que les clients cherchent ça ? Oui, c'est une demande aussi des clients. Violence du proxénète, violence de certains clients, rapports sexuels dégradants, le quotidien de Marion est devenu un enfer. Comment on fait pour supporter ? À un moment donné, le psychique et le corps se détachent. Il y a quelque chose qui se fait naturellement pour surmonter l'insurmontable. C'est horrible de dire ça, mais j'étais tellement détruite de l'intérieur que, en fait, je me laissais mourir. Marion a trouvé le courage de dénoncer son proxénète. Il a été condamné à 10 ans de prison. Mais Francesca, elle, ne voit pas le bout du tunnel. Sa fille avait 16 ans lorsqu'elle a commencé à se prostituer. Cette mère a eu beau crier à l'aide, elle n'a pas été entendue. Personne ne m'a aidée côté police, l'éducatrice ne m'a pas aidée, le juge ne m'a pas aidée. Pour eux, ma fille était majeure sexuellement, donc voilà, elle faisait ce qu'elle voulait. Pour eux, elle était libre. On me disait simplement que j'étais folle, qu'il fallait peut-être que je consulte, que j'étais trop possessive. Le proxénète est finalement incarcéré, mais depuis sa cellule, il maintient son emprise. Francesca vit toujours la peur au ventre pour sa fille. On sent que notre enfant a besoin d'aide et finalement, on ne peut rien faire. Je restais sur mon lit des nuits entières, j'attendais qu'on m'appelle, qu'on me dise qu'on avait retrouvé ma fille morte dans un caniveau. À l'Office central contre le proxénétisme, les policiers ont vu le phénomène exploser ces dernières années. Plus de la moitié des dossiers de prostitution concernent aujourd'hui des mineurs. Le profil des proxénètes, d'anciens délinquants ou d'anciens dealers qui ne veulent plus prendre de risques avec le trafic de drogue, l'exploitation de mineurs leur apparaît comme un marché très lucratif. Les gains quotidiens d'une jeune victime exploitée peuvent varier environ de 500 et peut aller jusqu'à 2000 € au jour. On sent aujourd'hui poindre une forme d'organisation très structurée avec plusieurs individus aujourd'hui qui exploitent de plus en plus de victimes. Cette magistrate est la référente de toutes ces affaires au tribunal de Créteil. Elle s'inquiète, car pour certaines jeunes, la prostitution n'est plus un tabou. Les uns et les autres disent que c'est tout à fait normal de faire ça, tout le monde le fait, c'est banal, c'est habituel. Il y a vraiment une normalisation de la prostitution de la mineure. Parce qu'elles le disent, pour elles, se prostituer, ça va être une manière de gagner de l'argent beaucoup plus facilement qu'en travaillant et donc de pouvoir s'offrir une vie rêvée. Après 6 années de combat, Francesca dit avoir perdu tout espoir de sortir sa fille de la prostitution. Marion, elle, est devenue maman de 2 enfants et se reconstruit pas à pas.
Maintenant, celui de la prostitution au collège, la prostitution des mineurs. Difficile de dire combien ils sont. Il sera entre 6 000 et 8 000 selon les associations. Avec nous pour en parler, Armelle Lebico-Macot, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de l'association Agir contre la prostitution des enfants. Déjà, le mot enfant, c'est choquant. Le mot enfant ? Il y a des enfants qui se prostituent aujourd'hui. Quel scoop! Oui, il y a des enfants non, qui c'est pas des ados, c'est des enfants. Mais c'est des... Pardon, les ados sont des enfants. Hein. Moi, ma définition, c'est quand même les mineurs. Donc, effectivement, à la CPE, on s'occupe des mineurs, qu'on appelle des enfants, car ils ne deviennent majeurs qu'à 18 ans, je vous le rappelle. Donc, on parle effectivement essentiellement des ados. Et pourquoi les ados, d'ailleurs ? Parce que c'est l'âge... Parce que tout le monde me dit, quand tu t'attaques à ce tabou, ça doit être les lycées. On a entendu parler des étudiants. C'est pour ça que je vous interpellais sur le mot enfant. Alors c'est effectivement plutôt des ados, parce que c'est l'âge où on met en place des comportements à risque. Et ceci fait partie aujourd'hui, et c'est en ça que je gueule, je râle, je dénonce, parce qu'on ne le dit pas assez. D'ailleurs, incidemment, merci, parce que ça fait la deuxième fois que vous m'invitez et j'ai vraiment besoin des médias, juste pour alerter sur le fait que aujourd'hui, la banalisation de la sexualité, on va dire, hein, voilà, c'est l'accès au porno, c'est l'hypersexualisation des petites filles. Enfin, il y a des tas de phénomènes qui font qu'aujourd'hui, ça devient banal. Voilà, expliquez aux parents qui nous écoutent, qui ne savent peut-être pas, où se fait cette prostitution la plupart du temps. Ça se fait dans les lycées, dans les collèges ? Alors, ça se fait justement dans les collèges et ça se fait dans les toilettes. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est que depuis votre émission, entre autres, mais d'autres, j'ai maintenant des appels d'enseignants qui me disent, mais vous savez, c'est pas nouveau. Hein, une enseignante, par exemple, j'ai reçu la lettre il y a 8 jours, qui me dit, moi, j'ai en 94, donc vous voyez que c'était au moment où on parlait de la drogue, mais on parlait pas de ça. Moi, j'ai été alertée par des mômes, j'ai donc dénoncé au ministère, j'ai été mutée à des centaines de kilomètres de chez moi, puis évincée de l'Éducation nationale. Donc, déjà à l'époque, c'était tabou, mais je peux vous dire qu'on a pas beaucoup plus avancé. Ce sont des jeunes filles qui se prostituent dans les toilettes des collèges en échange d'argent avec des camarades de classe ? Pour qu'on appelle ça prostitution, il faut qu'il y ait un échange monétaire. Sinon, on appellerait ça autrement. Hein. Bon, donc c'est bien. Avec des camarades de classe ? Dont il est question, avec effectivement des camarades de classe. Alors là où c'est important, et quand je parle de banalisation, c'est que les gamines, pour elles, c'est pas grave, tout le monde le fait. Elles n'appellent pas ça de la prostitution. Elles disent, bon ben voilà, il me l'a demandé pour 15, 20 ou 25 euros, ça dépend, les tarifs changent selon les établissements scolaires, mais voilà, c'est juste, si je le fais pas, j'ai l'air d'une pomme, quoi. Bon, et puis il y a autre chose, hein, quand même, dont il faut parler, c'est les petits proxénètes, là, nos enfants, hein, on parle bien de nos enfants, qui sont des gamins qui ont, allez, on va dire 16, 17 ans, et qui mettent à la disposition de leurs copains, leurs petites copines. C'est-à-dire, si tu m'aimes, tu couches avec un tel, et c'est 40 ou 50 euros. On les appelle les lovers boys, ou les boys lovers, ou vous les appelez comme vous voulez, mais le phénomène est le même. C'est-à-dire qu'ils demandent à leur petite copine de coucher avec un autre garçon, en échange d'argent. En échange d'argent. Donc c'est bien là où je vous dis, on parle de prostitution. Or, eux n'ont pas du tout le sentiment. Quand on aborde le sujet, la prostitution, c'est, pardon, mais c'est les putes. Hein. Eux, non. Eux, ils font des trucs, voilà, entre mômes, c'est entre copains. Et là où ça devient interpellant, et c'est là où, en effet, ça émerge, hein, du silence, parce que c'est le vrai silence, c'est quand les copains filment ou prennent des photos, et à ce moment-là, les gamins se rendent compte que c'est grave, c'est la honte, comme ils disent, et tout d'un coup, ils réalisent que cet acte-là n'est pas un acte gratuit, c'est grave, c'est gravissime. J'imagine les parents qui nous écoutent en ce moment sur Europe 1, ils doivent se dire « Ah bah oui, mais ça c'est dans certains lycées, c'est ni mon fils, ni ma fille, ni dans la classe de ma fille. » Qu'est-ce que vous voulez leur dire à ces parents-là ? Je vais leur dire très clairement que c'est pas... Non, c'est pas chez les autres. On stigmatise pas la Courneuve ou Sarcelles, si on parle de Paris. C'est bien dans nos établissements scolaires parisiens que ça se produit. D'ailleurs, y compris dans les établissements privés. Pardon, je vais leur faire dresser les cheveux sur la tête. Mais il y a des établissements qui aujourd'hui ont embauché des sexologues car ils sont convaincus qu'il faut prendre le problème à la racine. Mais moi, là, puisque je suis en direct, je voudrais aussi pouvoir dire, bien sûr, que je veux pas faire peur aux
aux parents. Je pense que les parents sont impliqués. Les grands-parents doivent l'être aussi. Et je le sais, je suis président de l'école des grands-parents européens. Et croyez-moi, c'est un sujet qui commence à émerger aussi, parce qu'on se dit qu'est-ce qu'il faut faire. Mais j'interpelle aussi les enseignants. Parce que moi, je ne fais pas que dire, mon Dieu, soyez conscients que ça existe. J'ai mis au point un kit pédagogique qu'on peut très bien se procurer en appelant la CPE. Et donc, c'est sur un site internet, c'est très facile d'accès. Et le sujet, c'est dès la maternelle. C'est apprendre à dire non. Et tout ce qui se passe dans les écoles en ce moment me fait penser qu'il serait peut-être temps aussi que l'éducation nationale et tout le monde apprennent à nous pitchouner à dire non quand vraiment des gestes sont déplacés. Et je répète, juste pour les parents qui nous écoutent, oui, quels sont les signes qui peuvent les inquiéter? Qu'est-ce qui peut les intriguer, leur mettre la puce à l'oreille chez leur enfant? Alors, on parle des ados en général. Alors, pour les ados en particulier, tous les pédopsychiatres vous diront que le premier signe, c'est le mutisme, c'est s'enfermer, et c'est tous les effets, entre guillemets, de la honte, de se sentir quand même un peu sale, même si... et du coup, c'est le mutisme, c'est l'enfermement, c'est le... Bon, et ce que les parents ont du mal à interpréter, parce que comme ce sont les signes de l'adolescence, l'adolescent... difficile de faire la différence entre adolescence... C'est très difficile de faire la différence. La seule façon de l'évoquer, de savoir, c'est de l'évoquer. Vous savez, les mômes sont... D'en parler. Oui, il faut en parler. Bien sûr. Est-ce que ça existe dans ta classe? Est-ce que ça existe dans ton école? Est-ce que tu as déjà entendu parler de trucs comme ça? C'est une bonne solution. Ou auprès de tes cousins. C'est une bonne solution. Un mot quand même, parce que la brigade de protection des mineurs de Paris, le commissaire qui en a parlé dit... tout ça, finalement, c'est minime. Les chiffres sont pas du tout, vous parlez de 6 000 à 8 000 mineurs, eux parlent de 20 à 60 cas. Ils disent, nous ne sommes pas en Thaïlande. C'est pas à ce point-là. Vous grossissez les choses. Alors, puisque vous parlez du commissaire Vianney, il est venu à mon colloque. Il a passé effectivement l'intégralité du colloque avec moi. D'abord, premièrement, je voudrais... Oui, rapidement. C'est pas 5-6 000 dans les toilettes. C'est la prostitution des jeunes. Mineurs. Donc ça intègre effectivement d'autres mineurs. Mais il dit 20-60 cas. Oui, parce que c'est les cas qui émergent. C'est ce dont je parlais. C'est-à-dire que quand tout d'un coup, ça a été filmé avec ça, alors ça revient à la brigade de protection. Dans mon corps, il y a des cicatrices qui restent par ces coups. Mais ce qui me faisait plus peur, en fait, c'était les menaces vis-à-vis de ma famille. Donc ça a commencé à 16 ans et demi. Là, j'étais encore mineure. Ou après d'être violée, maltraitée, battue, on m'a dit que je dois me prostituer pour un de ces hommes-là. Et ces gens-là sont là tous les jours dans les lieux de prostitution et cherchent des personnes fragiles surtout. Vous êtes vraiment là-dedans et vous avez tellement mal et honte aussi. On est condamné à ne plus jamais avoir d'amour en fait, si ce n'est celle qu'on vend.